Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Nous sommes maintenant au XIXe siècle en Europe, plus précisément en Grande-Bretagne, où nous assistons à cette vente aux enchères. Quelle est la marchandise exposée par le vendeur à votre avis? C'est son épouse. Son épouse? Absolument, car certains hommes vendaient leurs épouses. Tapez « Vente des épouses wife selling » sur le site historique par exemple, pour voir la documentation existante sur cette pratique. Vendre l'épouse était moins coûteux que le divorce. Et cela permettait à l'homme de rembourser certaines de ses dettes. Il existe des illustrations de ce phénomène dans les archives historiques occidentales. La femme qui agace son mari, qui râle. Parmi les punitions qu'on lui infligeait, la muselière à mégère. Une sorte de cage en fer attachée sur la tête et dotée d'une plaque métallique aiguisée qui était placée sous la langue. De façon à ce que la femme ne puisse pas parler, et reste punie pendant des heures. Vous pouvez regarder le film sur la muselière à mégère, pour voir comment il comparait la voix de la femme, quand elle les agace, à des aboiements. Et utilisait cette muselière pour la faire taire. Cette muselière a été utilisée également pour punir les femmes qui répandaient des rumeurs et calomniaient. Diverses formes d'injustice ont été pratiquées envers les femmes, surtout celles de classe sociale inférieure. À qui cette femme doit-elle recourir? Il était possible pour elle de rechercher la justice entre elle et l'homme, et obtenir son droit, en faisant prévaloir la vérité et anéantir le faux. Mais ces nuances, vérité et justice, nécessitent une révélation divine. Une référence sur laquelle les hommes et les femmes s'accordent. La femme occidentale a lu les textes de sa religion, et a constaté que la femme devait apprendre en silence et en toute soumission, et qu'elle n'était pas autorisée à enseigner, ni à avoir le dessus sur l'homme. Pourquoi? Parce que c'est la fille d'Ève et Ève est celle qui a été séduite et a transgressé, puis a séduit Adam à son tour. C'est donc elle qui est à l'origine du péché. C'est elle qui a causé la misère de la race humaine. C'est donc pour cela que le Seigneur, selon les textes de sa religion, l'a punie par les labeurs de grossesse et d'accouchement, et fit l'homme souverain sur elle. La femme occidentale a lu dans les textes de sa religion qu'elle a été créée pour l'homme, alors que l'homme n'a pas été créé pour elle. Il pourrait même vendre sa propre fille. Vous trouverez les références de ces textes dans les commentaires. Par conséquent, de nombreuses femmes occidentales n'ont pas trouvé de secours dans leur religion par rapport à cette injustice. Mais si la femme ne se réfère pas à une révélation divine, qui délimite et stipule ses droits et ses obligations sur des bases de vérité et de justice, alors sur quelle base allons-nous rendre justice à la femme? Seules subsistent les valeurs par lesquelles l'Occident proclame être régi. Les valeurs de la liberté et de l'égalité. Il est donc impératif que la femme obtienne sa liberté et atteigne l'égalité avec les hommes. Mais si certaines formes de cette liberté et égalité s'opposaient à la vérité et à la justice, qui est censé déterminer la vérité et la justice? La religion. On vous a déjà dit que la religion est pour nous un adversaire, non un arbitre. C'est ainsi que se déclencha la révolution de la libération de la femme occidentale, Women Liberation, basant son orientation sur des repères humains et non divins. Et comme tout déboire en entraîne un autre, la révolution pour la libération de la femme fit émerger la tendance au féminisme, qui est passée de la libération de la femme à la phase d'hostilité, de défi et de rivalité avec les hommes, comme pour se venger de l'injustice historique. Dès lors, les slogans féministes ont été lancés, se résumant aux idées suivantes. Un homme n'est jamais digne de confiance. La femme doit être l'égale de l'homme et rivaliser avec lui en tout. La femme ne doit faire de sacrifice pour personne, car personne ne mérite votre sacrifice sauf vous-même ou des femmes comme vous. Personne ne devrait avoir autorité sur vous, et vous ne devez dépendre de personne. Vous n'avez besoin ni de mari, ni de frère, ni d'enfants. Votre capacité à vous prendre en charge financièrement est votre source de respect envers vous-même. Si vous autorisez quelqu'un à subvenir à vos besoins, vous perdez votre dignité et devenez une esclave. Vous devez donc être indépendante financièrement. À ce moment-là, quelques voix sages sont apparues en proclamant « Si la valeur de la femme se mesurerait à sa productivité matérielle, qui élèverait les enfants? Et si les deux époux étaient sur le même pied d'égalité, qui dirigerait alors la famille? Et à qui reviendrait la décision finale? Tout cela menace de détruire l'entité familiale. » Des enfants? Une famille? Qu'ils aillent au diable. Vous voulez asservir la femme de nouveau en utilisant ces appellations éloquentes. Encore une fois, personne ne mérite mon sacrifice mis à part moi, mes ambitions, et la libération de mes semblables. Je ne permettrai à rien ni personne de s'opposer à mes revendications légitimes. Je suis opprimé, cessez cette injustice.
C'est ainsi qu'on a stéréotypé toutes les voix appelant à la protection de l'entité familiale et de la société, comme étant des voix qui luttent contre la liberté de la femme et veulent la renvoyer à la servitude et aux ténèbres d'autrefois. Le complexe de victimisation se nourrit ainsi chez la femme au point de justifier tout comportement, de sa part, quel qu'il soit. Elle a tellement été persécutée, que même si elle causait un peu de tort, pour obtenir sa liberté et l'égalité avec l'homme, ce n'est pas bien grave. Cela apparaît dans les déclarations de nombreuses féministes de premier plan, comme l'américaine Helen Sullinger, qui dit « La société masculine nous a vendu l'idée du mariage, et maintenant nous savons que cette institution nous a desservis. Nous devons donc œuvrer à la détruire. Mettre fin à l'institution du mariage est une condition nécessaire pour la libération des femmes. C'est pour cela que nous devons encourager les femmes à quitter leur mari plutôt que de vivre avec eux. L'histoire doit être réécrite dans son intégralité à la lumière de l'injustice dont la femme a été victime. » On retrouve de nombreuses déclarations similaires faites par des porte-drapeaux féministes. Cette femme persécutée et rebelle dont toutes les actions sont justifiées était une aubaine pour les marchands des grandes causes, furent-ils politiciens, grands capitalistes, partisans de l'anarchie morale, ou détenteurs d'intérêts particuliers, dont la plupart sont des hommes, au fait. Ces derniers ont profité de la tendance du féminisme et de la libération de la femme, ce que certaines féministes ont reconnu, elles-mêmes, en fin de compte. Comme dans cet article de la féministe Nancy Fraser, dans le journal britannique The Guardian, intitulé « Comment le féminisme est devenu un serviteur entre les mains du capitalisme et comment reprendre le contrôle ?» D'ailleurs, l'une des militantes féministes américaines des plus célèbres, Gloria Steinem, a reconnu sans gêne dans une interview qu'elle avait reçu un soutien financier de la Central Intelligence Agency, ou CIA, afin de subventionner ses activités. Certaines féministes lui ont reproché d'avoir dévié le parcours de leur mouvement, elle est donc passée dans cet entretien pour se justifier. Cette Steinem était l'une des fondatrices de la revue Miss Magazine, qui véhicule l'idée de la femme indépendante, révoltée, la Superwoman. Elle supervisait également le Centre de service des recherches indépendantes, Independent Research Service. Remarquez, des recherches indépendantes, alors qu'elles bénéficient du soutien des partis politiques. Quel profit les politiciens et les capitalistes d'Amérique et d'Europe ont-ils pu tirer de la tendance féministe et de la libération des femmes? Premièrement, le travail de la femme pour faire ses preuves et obtenir son indépendance implique la collecte d'impôts sur la moitié de la société qui avait l'habitude de travailler à la maison exonérée d'impôts. Elle sera également une main-d'œuvre moins chère que les hommes, les écarts de rémunération et de promotion existent encore aujourd'hui. Après, cette femme qui devra sortir dans une ambiance mixte, devient une consommatrice de produits cosmétiques, ostentatoire et matérialiste. Cela, à son tour, est en faveur du matérialisme capitaliste. Deuxièmement, la politique de diviser pour régner et le renforcement de l'individualisme et du sectarisme, de façon à ce que l'État, ou plus précisément, ceux qui déterminent ces lignes politiques, soient les seuls juges entre les individus dans leurs différends. Cela affaiblit les mouvements appelant à la lutte contre la cupidité et la domination des capitalistes qui détiennent plus que la moitié de la richesse mondiale, alors qu'ils ne constituent que 1% de sa population, selon une étude publiée dans The Guardian. Le livre The Mighty Wurlitzer a décrit l'adoption des politiciens de cette méthode d'intrusion dans les groupes, comme ceux des femmes et des Noirs. Troisièmement, la parité entre la mère et le père et leur manque d'attention pour leurs enfants signifie l'effondrement de la famille et la perte de son rôle central dans l'éducation basée sur les croyances des parents. Ainsi les éducateurs des enfants deviennent l'école et l'État, et les dirigeants politiques imposent les orientations qu'ils veulent à ces petits innocents. On retrouve dans ce sens, le terme « dissolution de la famille nucléaire », qui s'était répandu en Amérique. Les politiciens ont profité de l'hostilité du féminisme envers la famille. D'après la féministe Mary Ban, afin d'élever les enfants dans l'égalité des sexes, nous devons les retirer de leur famille et les éduquer de manière communautaire. En effet, de nombreuses familles se sont effondrées, et les pourcentages d'enfants sans abri en Amérique ont atteint des chiffres sans précédent, comme indiqué dans un rapport publié par le magazine Newsweek, où en 2013, par exemple, 2,5 millions d'enfants ont été recensés SDF. Certains ont fugué de foyers brisés, un père occupé, une mère occupée, sinon tous deux constamment en dispute. Et personne pour s'occuper de l'enfant, ou pire, il est maltraité alors elle fugue.
Il existe un département au ministère de la Justice américaine consacré aux enfants et jeunes fugueurs, Children or Runaway Youth. Les drogues et maladies mentales sont largement répandues chez ces enfants sans abri. Tout comme ils sont exposés à l'humiliation et à l'exploitation sexuelle, car certains d'entre eux se prostituent. En contrepartie d'un abri, et les chiffres sont à la hausse. Qu'en est-il de la femme? Celle qui a été utilisée par les politiciens et les capitalistes. Pour atteindre tout cela, a-t-elle réussi à acquérir un droit ou obtenir justice comme elle le revendiquait? Ou a-t-elle obtenu la liberté et l'égalité qu'elle espérait? Voici maintenant l'histoire de cette femme, à travers des faits et statistiques des principales références occidentales en ligne. Je pense, mes frères et sœurs, que vous serez choqués par ce que vous entendrez aujourd'hui. Mais avant de poursuivre, certains s'apprêtent déjà à dire, oui, mais on retrouve l'injustice envers la femme chez les musulmans aussi. Niez-vous que dans nos sociétés il y a beaucoup d'histoires d'injustice envers la femme? Je leur réponds, quel rapport entre votre question et notre sujet? Quelle est l'utilité de cette comparaison? Notre but est-il de faire une comparaison statistique entre nos sociétés et les leurs? Ou encore de disculper les hommes de nos sociétés de toute injustice envers les femmes? Au contraire, nous sommes parfaitement conscients que nos sociétés sont pleines de formes d'injustice envers la femme et envers les autres, et où la détresse de l'homme et la femme s'accroît de plus en plus. Mais nous abordons ce sujet pour contribuer à lever cette injustice et mettre fin à la détresse et la misère. Les pays occidentaux et les organisations internationales proposent leurs services pour aider les femmes musulmanes à leur propre manière, et les idées féministes ont pesé lourdement sur les sociétés musulmanes. C'est pour cela que le sujet d'aujourd'hui consiste précisément à exposer l'histoire de la femme occidentale, pour voir si ceux qui proposent leurs services ont résolu le problème de la femme de leur côté d'abord. Lui ont-ils rendu justice? Ou plutôt lui ont-ils octroyé la liberté et l'égalité? Est-ce qu'ils veulent réellement du bien pour la femme musulmane? Cette voie qu'ils veulent faire prendre aux femmes musulmanes et aux sociétés musulmanes. Quelle est son issue? Entamons donc l'histoire, chers téléspectateurs, sans interruption. Sans avoir à vous rappeler chaque fois, je tiens à souligner que l'injustice qui se produit dans nos pays ne représente pas l'islam. Détrompez-vous, je ne suis pas contre le travail de la femme, dans toutes ses formes, je vous prie de ne pas vous méprendre sur tel ou tel point. Ne soyons pas sur la défensive où notre ennemi nous place constamment, et coopérons en tant que musulmans et musulmanes, frères et sœurs, pour diagnostiquer le problème et distinguer la vraie solution des fausses, qui ne font qu'approfondir notre misère et détresse. La femme occidentale, donc. Accompagnons-la étape par étape. La fille sans abri, ou la fille vivant chez ses parents mais étant indépendante, elle veut se prendre en charge financièrement. Ou encore celle qui n'a plus les moyens de régler les frais de ses études à l'université, que doit-elle faire? Il y a ce phénomène dans les pays de la liberté, dont nous nous abstenons de citer le nom. Cette fille en manque d'argent vend son honneur à un homme plus âgé, qui a l'âge de son père, qui l'utilise comme escorte et l'emmène avec lui, pour faire bonne image, en échange d'une somme d'argent. Autrement dit, elle travaille à temps partiel dans la prostitution et reste étudiante à l'université. Ceci est une interview avec un homme qui a acheté l'honneur de 6 filles de son argent. Tommy travaillait en tant qu'administrateur dans le domaine informatique. Il est retraité et dispose d'assez d'argent pour dépenser 150 000 $ par an sur ce genre de filles. Il dit que ça lui revient moins cher que le mariage, et que c'est une somme modique à côté de son revenu. Quand vous entrez dans votre chambre avec une belle femme, cela est considéré flatteur pour l'homme que vous êtes. C'est comme arriver dans une voiture de luxe, ou quelque chose du genre. Donc d'après ce bénéficiaire, profiter d'un certain nombre de filles de cette manière est moins cher que de se marier, et s'afficher quelque part accompagné d'une belle fille, c'est comme se montrer dans une belle voiture. Voilà ce qu'est la valeur de la femme pour lui. Il existe maintenant un certain nombre de sites web pour assurer ce type de service. Des statistiques détaillées sur les revenus que reçoivent les filles en contrepartie de leur honneur, ainsi que l'âge et la nature du travail des mâles qui achètent cet honneur. Et comment un grand pourcentage de ces acheteurs d'honneur font partie des hommes d'affaires et leaders de grandes entreprises. Au fait, vous avez peut-être été dégoûté en écoutant cette personne parler des femmes comme étant une marchandise sexuelle. Une partie du décor, comme une chose, thing, et non en tant qu'être humain. Mais figurez-vous que traiter la femme comme une chose, une marchandise, est devenue la norme en Occident. Dans une recherche publiée, un certain nombre d'Américains
ont été interrogés sur la caractéristique la plus appréciée chez les hommes et les femmes respectivement, l'honnêteté morale et la rectitude étaient en tête de liste concernant les hommes. Tandis que pour les femmes, la plus importante caractéristique que le peuple américain appréciait était l'attirance physique, physical attractiveness. Donc, la valorisation d'une femme dépend de son attirance physique. Et cela conduit à un phénomène important qu'ils appellent l'objectification sexuelle de la femme. La marchandisation sexuelle de la femme, c'est-à-dire traiter la femme comme étant une chose utilisable. Une marchandise sexuelle, et non un être humain valorisé par sa foi, sa morale et son honnêteté, ni même par son intelligence et ses compétences. Ceci est une recherche qui a été référencée des centaines de fois. Et il existe encore des dizaines de recherches scientifiques publiées sur ce sujet, le sujet de l'objectification sexuelle de la femme. Et d'ailleurs, chers téléspectateurs, cette recherche ne parle pas de l'objectification des femmes comme un phénomène insidieux et inhumain qui devrait être combattu, mais plutôt comme un phénomène étudié scientifiquement pour analyser ses effets psychologiques de manière neutre. Ces études mentionnent que la plupart des femmes se considèrent être des marchandises sexuelles à la disposition des hommes, que les médias adoptent cette vision, que la société l'adopte, et que même les jeux vidéo l'adoptent. Le corps des femmes est exploité pour la publicité et exposé en tant que décor. Et c'est ce qui conduit certaines femmes à se soucier excessivement de leurs apparences, et à passer de longues heures devant le miroir. Cela engendre également des maladies psychiques chez certaines d'entre elles, se manifestant par la honte qu'elles éprouvent de leur propre corps, body shame. Elle a honte car elle est traitée comme une marchandise sexuelle à son détriment, ou elle a honte parce qu'elle n'est pas attirante physiquement dans une société qui l'évalue principalement sur cette base. Ces recherches indiquent que certaines femmes sont exposées à des maladies psychiques pour les raisons citées, et qu'elles se comparent aux stéréotypes de la femme modèle typique. Elles ont recours alors à la chirurgie esthétique ou aux outils cosmétiques pour changer la couleur des cheveux, de la peau ou des yeux. Vous pouvez à présent imaginer cette fille libre qui veut faire ses preuves, et qui est considérée par la société comme une marchandise sexuelle et évaluée sur la base de son attirance physique. Vous pouvez imaginer à quoi elle sera exposée, dans la rue, dans les moyens de transport, à l'université, dans le milieu de travail, et même virtuellement alors qu'elle est chez elle. L'Agence des droits fondamentaux de l'UE a publié un rapport en 2014 avec un titre expressif: La violence envers les femmes, chaque jour et partout. Le rapport traite également des violations sexuelles dont les femmes sont victimes durant leur enfance. Découvrons ce qui se passe dans les moyens de transport. Les Nations Unies ont publié il y a 2 ans un article intitulé « La grande majorité des femmes sont exposées à une forme de harcèlement ou de violence sexuelle dans leurs déplacements quotidiens ». Notez, la grande majorité. L'article commence par le fait que ces abus se sont propagés de manière épidémique à l'échelle mondiale. Et dans un rapport préparé par plusieurs autorités en France dont le ministère chargé des droits des femmes, il est indiqué que 100% des femmes qui utilisent les transports publics en France ont été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle. Bien que l'AFP trouve ce pourcentage exagéré. Pouvez-vous concevoir qu'il s'agit là d'une discussion pour savoir si le pourcentage est de 100% ou un peu moins? Qu'en est-il de la fille dans le milieu universitaire? Je me souviens, lorsque je suis entré à l'université américaine de Houston pour terminer mon doctorat, qu'un livret nous a été distribué. Il contenait des statistiques parmi lesquelles, une de chaque 3 étudiantes est victime de harcèlement. Ce que l'étudiante devait faire pour éviter cela, et le numéro à joindre si cela arrivait, etc. Mais les taux se multiplient dans le monde, même dans les milieux scientifiques qui sont socialement supposés être plus dignes. D'ailleurs, selon une étude publiée l'année dernière, la moitié des étudiantes en médecine en Amérique sont victimes de harcèlement, et en cette année 2019, plus de la moitié des étudiantes en Angleterre sont exposées à des provocations sexuelles. Selon une étude publiée par le journal britannique The Guardian, qui affirme qu'il s'agit de la plus grande étude dans le domaine au sujet des étudiants et étudiantes. Cet harcèlement ne respecte aucun rang académique, ni le prestige d'un enseignant. Les étudiants universitaires harcèlent les enseignantes docteurs qui les enseignent, et les enseignants harcèlent les étudiantes. Imaginez. L'étudiante arrive chez l'enseignant pour apprendre, et il la harcèle. Les filles libres ont obtenu leur diplôme dans cette atmosphère universitaire après avoir été victimes de harcèlement. Ou au moins la moitié d'entre elles l'ont subi. Maintenant elles doivent chercher du travail, car le travail de la femme est sa seule source de sécurité. Personne n'est responsable d'elle, ni son père, ni son frère, ni son mari ne doivent intervenir dans sa vie, puisque non plus ne sont pas responsables d'elle.
On oublie souvent cette réalité quand on parle de la femme occidentale. On parle de sa liberté, mais on oublie que cette liberté s'accompagne d'une renonciation à la responsabilité envers elle, et d'une renonciation à subvenir à ses besoins, à la protéger et à l'entretenir. Par conséquent, la femme libre doit faire ses preuves dans son travail, afin de ne pas en être licenciée, car son emploi est sa seule source de sécurité. D'accord ? Et si on exige d'elle un travail qui ne correspond pas à sa nature de femme, elle ne peut pas contester, car elle adhère au concept d'égalité absolue avec les hommes dans tous les domaines. Elle va devoir donc accepter n'importe quel travail rapportant de l'argent. Et afin de conserver ce travail, sa seule source de sécurité, elle irait même jusqu'à user de ses charmes. Ceci est un article publié sur le site de la BBC en 2002 sous le titre « Une femme sur 4, en Grande-Bretagne, a des relations sexuelles au travail ». C'était en 2002, mais la situation empire, car dans les dernières statistiques du site web britannique Safline, qui s'emploie à aider les femmes victimes de harcèlement, il a été recensé que plus de la moitié des femmes en lieu de travail sont victimes de harcèlement, et une partie d'entre elles sont harcelées par leur patron ou par leur supérieur hiérarchique. Aussi, dans une très grande étude en Amérique, le taux de harcèlement des femmes sur le lieu de travail est de 58%. Des taux de harcèlement élevés sont notés également parmi les médecins envers leurs collègues femmes, ainsi que chez le personnel infirmier reconnu plus tôt par l'aspect humanitaire du métier, comme illustré dans cette étude américaine, qui indique que plus de 70% des infirmières sont victimes de harcèlement de la part des patients et des collègues de travail. Cela est même allé jusqu'au point où l'employeur, homme, exige ouvertement de son employé de s'habiller de manière provocante afin de commercialiser ses marchandises. Il s'en est suivi des protestations d'un groupe de serveuses, réclamant l'intervention des autorités américaines pour les libérer de l'abus d'autorité des restaurateurs qui exigent d'elles de s'habiller indécemment. Leur slogan principal lors de la manifestation était « Je ne fais pas partie du menu », autrement dit, le client est censé venir manger, non pas m'acheter. Tout cela, mes frères et sœurs, sans compter les femmes dont le travail est de nature obscène. Car selon le magazine The Economist, il a été estimé qu'en Allemagne 400 000 prostituées servent 1 million d'hommes chaque jour. Voilà que la femme employée a été licenciée de son travail. Pour une raison quelconque, ou parce qu'elle a choisi de sauver sa féminité en fuyant cet environnement de frénésie sexuelle. Il n'y a pas de souci à se faire car son mari, son frère, son père, ceux qui sont chargés d'elle et qui en sont responsables s'occuperont d'elle. Qui est responsable de qui? Avez-vous oublié qu'elle ne compte que sur elle-même? Qu'elle a prouvé sa parité et son indépendance. En refusant à tous ces hommes de s'immiscer dans sa vie, en fait, ils l'ont abandonnée d'eux-mêmes. Quelle est alors la solution? Il y a la sécurité sociale. Mais si la sécurité sociale ne suffit pas, ou retarde le versement, la réponse vous vient d'un article publié sur la BBC il y a un an, intitulé « Le système de sécurité sociale en Grande-Bretagne m'a forcé à me prostituer ». L'article commence par « Certaines femmes en Grande-Bretagne sont contraintes à travailler dans la prostitution en raison de l'inefficacité du système de sécurité sociale. » La BBC s'est entretenue avec 5 organisations caritatives en Angleterre et a appris qu'un nombre croissant de femmes qui dépendent du système de sécurité sociale sont obligées de faire ça. Et quand une femme travaille dans le domaine du déshonneur, elle met en activité un autre secteur parmi d'autres, dont les géants du capitalisme possèdent des parts, le secteur des casinos et des boîtes de nuit. Le plus surprenant est que la grande majorité des femmes victimes de harcèlement et de viol à l'université, dans les moyens de transport et les milieux professionnels ne se plaignent pas aux autorités. Vous pourriez penser que cela se produit parce qu'elles l'apprécient bien. It is okay, ce n'est pas grave pour elle d'être harcelée ou violée, elle le considère même comme un compliment à sa féminité. C'est faux, car la grande majorité de ces femmes, après cet harcèlement ou viol, souffrent de cette humiliation. De sentiments d'humiliation, de crises de panique, panic attack, de dépression, de sentiments de honte, de mépris de soi, de désir de vengeance et même de maladies physiques. Elle pourrait même quitter ses études ou son travail à cause de ça, selon le Bureau américain des victimes de la criminalité. Alors pourquoi elles ne se plaignent pas? Pour de nombreuses raisons, notamment,
la crainte des répercussions de la plainte sur son emploi, le sentiment de honte et de disgrâce vis-à-vis de ce qui lui est arrivé. Et aussi le fait de ne pas avoir suffisamment de preuves. L'agresseur l'attaque dans un coin sombre, loin des regards. Il n'y a aucune preuve, et il échappe alors à la sanction. D'autres femmes se soumettent à l'agresseur. Parce qu'elles craignent que la situation de harcèlement passager se transforme en brutalisation et violence physique. Si elles refusent de se soumettre à sa rage sexuelle, la femme continue ainsi de subir ses conséquences dévastatrices. Un bilan dévastateur, comme le décrit la division américaine des victimes de la criminalité. Vous pourriez dire, elle l'a cherché, elle s'habille et agit d'une manière qui provoque les hommes, c'est ce que le département d'État des victimes de la violence considère comme l'un des mythes sur le viol des femmes, car tout le monde y est exposé, toutes les femmes y sont exposées. Il y a des femmes qui contribuent à la provocation de l'état de frénésie sexuelle, et celles qui en paient le prix. Cette femme dévastée, qui a besoin de prise en charge psychologique, va consulter. Mais subit un harcèlement de la part du médecin. C'est ce que les femmes ont commencé à dénoncer dans la vague de protestations « Mettre tout », le slogan lancé par les femmes pour s'encourager à élever la voix et dévoiler les agressions sexuelles auxquelles elles sont exposées. Le phénomène de harcèlement et d'exploitation sexuelle des patientes s'étend chez les thérapeutes et psychothérapeutes, qui sont censés la sauver de sa souffrance. Alors pourquoi les femmes ne se plaignent pas auprès des membres du Parlement, qui participent à la promulgation des lois et à l'établissement des sanctions? Les parlements. Selon une étude publiée par la CNN l'an dernier, le harcèlement des femmes est également courant dans les parlements européens. Où pourrait aller la femme après tout cela? Vers qui se tourner? Auprès de qui se réfugier? Dans une recherche publiée, il a été recensé que la grande majorité des femmes en Amérique ressentent de la pression pour entretenir leur beauté attractive afin de se faire apprécier, car l'appréciation dépend avant tout de l'attirance physique. Comme le mentionne la recherche. C'est une équation difficile alors, afin que vous vous sentiez apprécié et que l'on vous traite avec attention. Vous devez être attirante, et lorsque vous devenez attirante, vous et les autres femmes, la société tombe dans la débauche sexuelle, on vous agresse et vous perdez votre estime et votre respect pour vous-même. Il est important, chers frères et sœurs, que vous sachiez que ce comportement avec une femme lorsqu'elle sort pour aller étudier, travailler ou se soigner, et qu'un mâle se permet de la tripoter et l'humilier, comme si elle était un exutoire à ses dérapages sexuels, que ce n'est pas le résultat de pulsions sexuelles passagères. Mais c'est plutôt la vision masculine de la femme qui est altérée et méprisante dès le plus jeune âge. Ne vous fiez pas aux revendications d'égalité, de respect mutuel, ou à ce discours de propagande qui n'a rien à voir avec la réalité, car dans une statistique publiée par le Bureau américain des victimes de crimes, il a été demandé aux adolescents si les relations sexuelles forcées avec une fille étaient acceptables. 36% ont répondu pas. Oui, s'il est excité au point de ne pas pouvoir se contenir. Et 39% ont répondu oui, c'est justifié s'il a dépensé beaucoup d'argent sur elle. Autrement dit, il croit que s'il dépense de l'argent sur elle en cadeaux ou en sandwich, il a le droit d'abuser d'elle et de la forcer à avoir des relations sexuelles, pour reprendre leur expression, force sex was acceptable. Mais un instant. Vous ne parlez que d'agression dans la relation avec la femme, il y a aussi des femmes et des jeunes filles qui sont satisfaites de leurs relations amoureuses. Il est vrai que c'est illicite, mais elles sont heureuses dans ces relations, parce que c'est consensuel. Ah oui, heureuse. C'est ce qu'ils vous font croire dans les films étrangers qui ne sont que fiction, comparables à des films d'extraterrestres. Éloignons-nous un petit peu d'Hollywood et regardons les sites web officiels de gouvernements d'Amérique et d'Europe, pour voir, loin du harcèlement et du viol, comment une femme est traitée par ce qu'ils appellent intimate partner, c'est-à-dire partenaire intime, et qui peut être un mari ou un amant. Allez, par exemple, sur le site web du département américain de la justice, consultez les statistiques sur la violence envers les femmes. Violence against women, et lisez sur le phénomène de battered woman syndrome. Que signifie cette expression? Battre, battre, signifie
frappée avec force et de façon continue, écrasée, bombardée. Battered Woman Syndrome, c'est le syndrome de la femme battue de cette façon, comme cette femme qui a justifié le meurtre de son petit copain. Par le fait qu'elle présentait le syndrome de la femme battue, et comme grand nombre de femmes, dont certaines publient des photos illustrant ce qu'elles endurent. Encore une fois, est-ce que ces cas de violence atroce sont des cas isolés? Selon les sites web officiels américains tels que la Coalition nationale contre la violence domestique, une femme sur 4 est exposée à de graves violences. De la part du partenaire intime, ces taux n'incluent pas ce à quoi la femme est exposée. De la part de personnes étrangères, et n'incluent pas la violence et les coups non sévères auxquels elle est exposée. Dans la mesure où un quart à un tiers des visites des femmes aux urgences en Amérique sont dues aux sévices qu'elles ont subis. Selon le Bureau gouvernemental des victimes de la violence. Quand on en vient à la confrontation physique, il est clair que ce sont les hommes qui l'emportent. En effet, une étude en Amérique sur des cas de violence entre partenaires, conjoints ou amants, qui ont conduit aux urgences, a montré que 93% des cas étaient des femmes contre 7% des hommes. D'ailleurs, cette violence se transforme souvent en meurtre. Il y a quelques jours, des manifestations se sont tenues en France pour dénoncer la violence domestique après le meurtre de 116 femmes au moins en 2019. L'agence de presse française a également publié qu'une Française meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari, de son compagnon ou de son partenaire. Il y a encore quelques jours, l'AFP a publié un article sur des marches de protestation contre l'humiliation de la femme, intitulé « Une femme violée toutes les 7 minutes en France ». Vous serez peut-être surpris d'apprendre que plus de la moitié des victimes de sévices sévères ont recours à l'aide médicale de façon répétitive. Plus de 6 fois, selon les sites web gouvernementaux. C'est-à-dire qu'elle a été battue et humiliée à plusieurs reprises par son mari ou compagnon. Mais, pourquoi cette femme ne s'enfuit pas? Fuir où? Chez son père ou son frère? Avez-vous oublié? Elle ne connaît même pas son père. Ou elle le connaît mais il n'est pas responsable d'elle, car elle est libre, indépendante. Égale à l'homme, elle n'a besoin de personne et elle a fait ses preuves. Parmi ce que les pays occidentaux offrent à cette femme, il y a un autre phénomène appelé « Battered Women's Shelter », refuge pour femmes battues. Un endroit où elle se réfugie provisoirement pendant qu'elle se remet des sévices et cherche un moyen de gagner sa vie. Cette femme qui a été sévèrement battue par son compagnon aimerait se débarrasser de tout ce qui la rappelle de lui. Et parmi ce qui la rappelle de lui, cette goutte de sperme projetée de manière illicite dans son utérus. Viennent alors les technologies qui facilitent l'avortement, les médias qui enjolivent son image et les lois qui le légitimisent. En Amérique seule, on compte 1 million d'avortements par an, dont environ les 2 tiers se font après la 6e semaine. Donc après l'insufflation de la vie, ce qui signifie tuer un être humain. Et selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, la grande majorité des femmes qui se font avorter ne sont pas mariées, c'est donc le désir qui finit en meurtre. Pouvez-vous imaginer ce que signifie de se faire avorter d'un fœtus qui a une âme? Une âme humaine? Je ne mettrai pas de photos pour vous ici car elles sont vraiment horribles, mais vous pouvez chercher certains des termes que je mentionnerai. Et regardez des photos réelles si vous pouvez le supporter. L'une des méthodes les plus connues est ce que l'on appelle l'avortement par dilatation et évacuation. Le médecin utilise un kit spécial, des ciseaux, des pinces et aspirateurs chirurgicaux, pour procéder au démembrement du fœtus, qui est dans le ventre de sa mère, morceau par morceau. Cette pratique se fait quotidiennement et en très grand nombre à travers le monde, et il existe d'autres formes d'avortement aussi horribles. Aussi, si la femme accouche et ne souhaite pas garder son bébé, il y a les boîtes à bébés, un concept qui se propage en Europe et en Amérique. On trouve ainsi des boîtes dans les rues, où la femme peut abandonner son bébé au lieu de le jeter à la poubelle, comme le font certaines de ces femmes, libres et indépendantes. En fait, nous en sommes arrivés au point où il est justifié de tuer les nouveau-nés. Si la mère ne souhaite pas les garder, comme nous avions démontré, preuve à l'appui, lorsque nous avons parlé d'eux. Quand Abu Jahl porte la blouse de laboratoire, lorsqu'on demandera à la fille enterrée vivante, pour quel crime elle a été tuée. Sourate 81 versets 8 à 9. L'infanticide n'a pas cessé, le voici commis, sous une autre forme, par des médecins qui portent des blouses blanches, et de manière réglementée. Et voici le fœtus féminin, privé du droit à la vie, achevant l'histoire de l'humiliation et de la violation des droits de la femme, dans toutes les phases de sa vie.
C'est le côté méconnu par beaucoup d'entre nous. Au sujet de la femme occidentale libre, qui s'est libérée de la responsabilité de son père, son frère et son mari envers elle, qui s'était déjà déchargée de cette responsabilité. De nombreuses femmes et filles sont donc devenues des objets sexuels. Un joujou entre les mains du riche qui la loue, moyennant des frais d'université, entre les mains des proxénètes, des éditeurs de magazines obscènes, et de ceux qui la harcèlent dans les transports, à l'université, etc. Elle est devenue un punching ball pour son amant et pour n'importe qui. Il faut savoir, chers frères et sœurs, qu'en préparant ce sujet, et en rassemblant ces nombreuses informations, j'ai été submergé par un sentiment de compassion pour la femme occidentale. Et j'ai réalisé, de plus en plus, ce que le monde avait perdu à cause du déclin des musulmans. Tout cela et nous n'avons pas parlé des femmes de l'Extrême-Orient comme la femme chinoise, japonaise etc. Et dont l'histoire n'est pas moins grave que celle de sa semblable l'occidentale, nous n'avons pas parlé des inégalités de rémunération entre femmes et hommes. Ni des inégalités des promotions au travail, c'est un tout autre sujet. L'on pourrait dire. Vous exposez le côté sombre de la situation de la femme occidentale, exposez donc le côté radieux. Le côté radieux. Comment une femme pourrait être radieuse dans cette situation misérable où, dernièrement, les femmes ont réclamé la protection à grands cris. Après que la situation soit devenue insupportable, impossible à camoufler et à tolérer. Quel côté radieux? Les découvertes scientifiques faites par certaines femmes. Les diplômes des études supérieures. Pourquoi faire? Si cette savante ou chercheuse n'a pas réussi à éduquer une génération qui mettra fin au mépris des femmes et à la frénésie sexuelle dans la société, quel est l'intérêt d'une mère occupée par ses recherches si son fils s'en prend aux filles par le harcèlement et le viol ou les coups et les insultes? Que gagnons-nous si nous atterrissons sur Mars mais que nos mœurs touchent le fond? D'autant plus, est-ce que les exemples de réussite matérielle des femmes sont liés à la parité et l'indépendance de l'homme? Est-ce que c'est la tendance féministe qui a réalisé ces exploits? N'aurait-il pas été possible de les réaliser et de réaliser bien plus encore? Avec la complémentarité, la coopération et la définition des droits et obligations de chacun, en élevant une génération saine d'esprit dans une famille stable. Dans l'article du The Guardian, que nous avons mentionné au début, Nancy Fraser dit un mot qui résume bon nombre de cris émis récemment par certaines féministes occidentales. Elle dit, en tant que féministe, j'ai toujours supposé que, dans ma lutte pour la libération de la femme, je construisais un monde meilleur, plus égalitaire, plus juste et libre. Mais ces derniers temps, j'ai commencé à m'inquiéter du fait que les nobles idées que représentent les féministes en sont venues à servir des fins complètement différentes. Je crains, particulièrement, que notre critique du sexisme soit devenue une justification pour de nouvelles formes d'inégalité et d'exploitation. Tel est le résultat de la libération de la femme, qui est partie sur de mauvaises bases. Elle fut alors happée par les marchands de tragédie, qui l'ont utilisée à leur propre fin, et elle n'aura alors obtenu ni droit, ni justice, ni liberté, ni égalité. Après tout cela, lisez les paroles de votre Seigneur, exalté soit-il, les hommes ont la charge et la direction des femmes. En raison des avantages que Dieu leur a accordés sur elles, et en raison aussi des dépenses qu'ils effectuent pour assurer leur entretien. Lisez aussi, les croyants et les croyantes sont solidaires les uns des autres. Devant le syndrome de la femme battue. Lisez les paroles de votre Seigneur, et comportez-vous convenablement envers elles. Et lisez, quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance. Et lisez la parole de votre prophète, sur lui la paix et le salut. Le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux avec ses épouses, et je suis celui qui se comporte le mieux avec mes épouses. Devant l'objectification sexuelle de la femme occidentale, lisez la parole du Très-Haut. Mais au fidèle Dieu donne l'exemple de la femme de Pharaon, une femme croyante, qui s'est révoltée contre Pharaon, qui a asservi les gens. Elle est un exemple pour les femmes afin qu'elles se révoltent contre les pharaons d'aujourd'hui, qui veulent asservir l'humanité aussi. La femme de Pharaon, et dans le verset qui suit, Marie, fille d'un rang ainsi, des femmes sont devenues un exemple à suivre pour leur foi, pas pour leur production matérielle, ni pour leur attirance physique. Et devant ceux qui considèrent la femme un objet sexuel, lisez la colère de votre Seigneur, exalté soit-il, contre l'atteinte à l'honneur des croyantes, sa colère contre ceux qui touchent à la réputation de sa pureté, Allah dit. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude, et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment.
Lisez aux prophètes. Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile, elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et lisez la parole de votre prophète, on épouse la femme pour 4 qualités, richesse, noblesse, beauté et piété. Choisis celle qui est pieuse, tu en seras gagnant. Celle-ci n'est pas évaluée selon son attirance physique, et le plus valorisant en elle sont sa piété et sa morale. Devant l'avortement, l'abandon des filles dans les boîtes à bébés, ou leur errance dans les rues, lisez la parole de votre prophète, sur lui la paix et le salut. Celui qui a des filles et qui se montre miséricordieux envers elles, tout en leur offrant hébergement, nourriture et vêtements, gagnera sans aucun doute le paradis. Et devant la frénésie incontrôlée, lisez les paroles de votre prophète bien-aimé, sur lui la paix et le salut, les femmes ne sont que les sœurs germaines des hommes, et lisez, après tout ceci, les paroles d'Allah le Très-Haut, dans la sourate Les Femmes. Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage. Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement, vers l'erreur comme ils le font. Allah veut vous alléger des obligations, car l'homme a été créé faible. Lisez et prenez conscience de la nécessité de la religion de notre Seigneur afin que les hommes et les femmes puissent jouir du bien-être, mais aussi pour que l'humanité soit sauvée de sa perte. Prenez aussi conscience de ceux qui veulent, au lieu de cela, que nos sociétés vivent et revivent sans cesse la misère de la femme occidentale. Ce sera le sujet de notre prochain épisode, avec la permission d'Allah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.